très peu de temps, quelque chose qui pourrait prendre, comme je le disais tantôt, d'entrée de jeu, plusieurs semaines à résumer ou à... Bon. Alors, évidemment, le droit autochtone, on n'en a pas parlé. Là, du côté des demandeurs, ils ont évacué tout concept de droit autochtone, ce qui est fondamental. Évidemment, s'ils vous en avaient parlé, leur cause ne tient plus. C'est pour ça qu'ils ne vous en parlent pas du droit autochtone. Puis en tout respect, en toute déférence pour mes collègues, j'avais l'impression d'entendre une plaidoirie, quoique je ne les ai pas entendues étant trop jeune, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, des années 70, lorsque on plaidait la doctrine de la négation des droits autochtones, basée sur la doctrine de la découverte. Hein. On disait, l'homme blanc, c'est lui qui a découvert le territoire, vous n'avez pas de droit ici, vous les Autochtones. Alors ça, c'est ce qui était plaidé dans les années 70. Et comme vous le savez, la Cour suprême ne foisonne pas de décision en droit autochtone avant les années 70. On a juste Sainte-Catherine-Zmeling auparavant. Ça va commencer en 73 avec l'affaire Calder, qui est une reconnaissance partielle du titre. Puis là, je vais passer, c'est ça que je suis obligé d'escamoter. Je vous aurais parlé de Guérin, de Vanderpeet, je vous aurais parlé de Delgama, je vous aurais parlé, bon, alors je vais être obligé évidemment de couper ça, mais retenez qu'à partir des années 80, là, on commence à parler vraiment du droit autochtone qu'on connaît aujourd'hui, mais on est encore au balbutiement. Ce qui nous amène, évidemment, au passage en 82 avec l'adoption de l'article 35 de la loi constitutionnelle qui reconnaît la préexistence des droits ancestraux. Important, il sait les droits ancestraux sur tout autre droit. Ensuite, vous avez évidemment, je vous dirais, mon résumé m'amènerait en 2020, la décennie 2020 qui n'est pas terminée, nous en sommes à la moitié. Alors là, le droit autochtone est en pleine ébullition. La Cour suprême invite les tribunaux de première instance à faire preuve de créativité juridique pour faire en sorte, puis je vais vous donner deux exemples tantôt, pour faire en sorte que les droits ancestraux et issus de traités des Autochtones soient respectés, prédominent. Alors, puis quand les deux exemples, je voulais vous donner, Washanut en 2020, vous avez à l'onglet 5 de nos autorités, hein, la Cour suprême a trouvé une façon pour que les Autochtones puissent avoir un accès à la justice, a élevé le principe d'accès à la justice à un principe constitutionnel, faisant partie de l'article 35, faisant partie de l'honneur de la couronne, et en disant, oui, vous pouvez poursuivre, malgré que le Code civil, dans sa terminologie actuelle, ne le permettrait pas si vous étiez des Autochtones. Vous pouvez poursuivre pour, vous vous souvenez, c'était dans l'affaire à aussi, où on poursuivait une minière. On la poursuivait au Québec, alors que ces installations étaient au Québec et également à Terre-Neuve-Labrador. Donc, le procureur général de Terre-Neuve avait saisi le dossier jusqu'à la Cour suprême pour dire non, 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 c'est chez nous qu'ils doivent poursuivre la souveraineté étatique. La Cour suprême, je vais le dire vulgairement, c'est beaucoup mieux dit que ce que je vais vous dire, mais a écarté ça du revers de la main en donnant l'accès à la justice aux Autochtones et en invitant les juges à faire preuve d'une analyse généreuse, souple. Et vous allez voir, c'est tout dans notre plan d'argumentation, qu'évidemment que je ne passerai pas en détail, vous comprendrez, mais il est important, donc, interprétation généreuse, souple des droits ancestraux pour permettre aux Autochtones de pouvoir justement les faire valoir plutôt que de les en empêcher, comme on tente de faire ici. Alors, évidemment, vous avez également l'affaire, quand je vous disais de vous donner des exemples, l'affaire Taquaican, qui est à l'onglet 8 de mémoire de nos autorités, où la Cour suprême il y avait eu un contrat de service de police, etc., puis les Autochtones disaient qu'ils étaient sous-financés, ça ne fonctionnait pas, etc. Alors, je vais tout de suite au jugement de la Cour suprême. Ils ont développé une méthode de compensation monétaire qui n'existait pas. Alors, en disant, voici la créativité dont on va faire part. En fait, ils ont confirmé le jugement de la Cour d'appel et le jugement de première instance. Alors, c'est ça le droit autochtone à partir de 2020, là, dans la décennie dans laquelle nous sommes. Alors, évidemment, vous avez également, je vous ai parlé de 35 rapidement, mais il y a également l'article 109 de la loi constitutionnelle de 1867 qui prévoit justement que tout droit accordé par une province est grevé des charges existantes. Alors, c'est la Constitution du Canada, ce n'est pas une simple loi, c'est la Constitution du Canada.
Donc, partant du principe que tout droit accordé par une province est grevé des charges existantes, il est faux de prétendre, comme le font mes collègues en demande, qu'ils ont un droit exclusif de propriété et un droit exclusif de pêche. Il est grevé, ce droit-là, des droits ancestraux existants de la communauté de Ouachak-Macmaniutenam. Et plus encore, Monsieur le juge, ces droits-là, évidemment, vous connaissez la théorie du spectre développée par la Cour suprême, où à une extrémité, vous avez les droits ancestraux, qui peut être une pratique ancestrale sur une partie de territoire définie, etc. Exemple, la pêche, la cueillette, le trapage, la chasse. Bon. Et à l'autre extrémité, vous avez le titre ancestral, le titre autochtone, le titre aborigène, appelons-le comme on veut, qui, lui, confère, non pas au sens du droit civil ou au sens du droit de propriété de common law, parce que ce sont des droits sui generis, mais confère un droit de propriété exclusif aux Autochtones. Et ça veut dire qu'ils peuvent exploiter les ressources souterraines, les ressources. Bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La seule chose, c'est que la Cour suprême nous dit que ça ne peut pas être cédé, okay, parce que c'est au profit de la génération actuelle et future. Il faut que vous compreniez aussi dans les concepts de droit autochtone que le rapport que les Autochtones ont avec leur territoire n'est pas le même que le rapport que les Allochtones ont avec leur territoire. Alors, je vais me concentrer, au lieu de parler de l'ensemble de leur territoire, qu'on appelle d'ailleurs, vous allez voir souvent ce terme-là dans nos procédures, puis dans notre plan, pardon, le Nitassinan. Le Nitassinan, c'est le territoire traditionnel des Inuits de Ouachak-Macmaniutenam. Mais ici, je vais me concentrer de vous parler de la rivière. Je vous l'ai dit tantôt, la rivière, Mishtashipu, on dit du côté allochtone, la rivière Moisie, est leur autoroute. Hein? Ils s'en servent pour circuler, pour atteindre, par exemple, des points de portage où ils font du portage, etc. Ils s'en servent pour se nourrir. Hein? C'est encore le cas. Il y a encore une pêche communautaire alimentaire qui sert à nourrir les aînés, les enfants, tous ceux, bref, qui ont plus de difficultés à aller pêcher par leurs conditions, etc. Alors, c'est également un corridor, l'endroit qu'on a vu sur la carte Pétrac. Il passe par là pour atteindre l'autre extrémité de la rivière. Alors, si vous faisiez droit aux conclusions recherchées par l'injonction provisoire, puis tantôt, je vous disais, ne serait-ce qu'une heure, ça veut dire qu'on viole carrément leurs droits ancestraux. Ils ne peuvent plus circuler sur la rivière pour aller jusqu'à l'autre extrémité de la rivière. Puis comme je disais, il y a encore, toujours et encore, c'est un lieu de culte, de cérémonie, je disais tantôt aussi, de guérison spirituelle. C'est encore très, très, très d'actualité, M. le juge. Alors, donc ça, c'est les concepts, évidemment, de base en droit autochtone. Je vais respecter mon... OK. Alors, donc tout ça dans votre... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Allez, sentez-vous à l'aise. Merci, M. le juge. Je suis plus sick que vous, monsieur. Je sens plus la pression du côté de votre collègue vous surveille plus. Exact. C'est elle qui me met de la pression. Alors, n'ayez pas de pression, allez-y. Merci. Et comme vous le savez également, la Cour suprême, au début, lorsqu'elle a été confrontée à la question, je pense que c'est le juge Lamère, j'ai oublié, c'est peut-être Van der Peet, mais en tout cas, et il avait une épineuse question à régler. Il disait, on fait quoi avec le fait que les Autochtones étaient là avant l'arrivée de l'homme blanc? C'est leur territoire. Ils en ont été tentatives de dépossession totale, OK? Alors qu'ils n'ont jamais consenti à ça, etc. Mais là, on est rendu en 1980 quelque chose. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on enlève tous les droits, en fait, tout ce qui s'est fait sur le territoire, pour faire un reset, permettez-moi l'expression anglaise, là. Alors, c'est pour ça qu'ils ont développé le concept de conciliation, de réconciliation. Alors ça, c'est une obligation qui est élevée au rang d'obligation constitutionnelle, la réconciliation. Au même titre
que l'honneur de la couronne, dont vous entendez souvent parler dans les litiges autochtones. Récemment, l'accès à la justice dans Washannock en 2020. Et la Cour nous dit bien, ça, je vais attirer votre attention, au paragraphe, c'est bien dans l'affaire Washannock, à l'onglet 5, au paragraphe, cet instant, je vais juste... pendant que j'y suis, là, à 24, entre autres, c'est là que la Cour suprême dit que la disposition, donc 35, doit être interprétée de la Constitution, doit être interprétée de façon libérale et téléologique en vue d'atteindre l'objectif de la réconciliation. Ensuite, là, ce que j'allais vous dire, à 31, OK, la Cour écrit de surcroît, les perspectives autochtones façonnent le concept même du droit ancestral, du titre ancestral, pardon, dont le contenu peut varier d'un groupe à l'autre. Par conséquent, on ne devrait pas aborder les conflits relatifs à un titre en référant strictement aux règles inflexibles du droit des biens, mais plutôt en essayant de les comprendre du point de vue des Autochtones. Ça, c'est une expression qui revient très souvent en droit autochtone, c'est la perspective autochtone. Alors, toute votre décision doit être analysée selon la perspective autochtone. Je vous donne un exemple. En fait, avant de donner mon exemple, je vais vous dire, mais la Cour suprême, quand elle parle de les perspectives autochtones au paragraphe 31, ça veut dire qu'il y a également une perspective Innu, il y a une perspective Mohawk, il y a une perspective Cri, mais ici, évidemment, on va parler de la perspective Innu. Alors, dans la perspective Innu, l'importance de la Mishtoshippu, vous devez en tenir compte. Dans Washannock, l'exemple que j'allais vous donner, ils ont tenu compte de la perspective Innu de la manière suivante. Ils ont dit les Inuits étaient là avant l'imposition des frontières coloniales. Okay. Et à ce moment-là, les Inuits qui chassaient le caribou, le caribou ne s'arrêtait pas à une pancarte, M. Juge, marqué Terre-Neuve. Le caribou continuait, donc l'Inou continuait sa poursuite du caribou, sa chasse du caribou. Alors, il n'y avait pas de frontières. La Cour suprême en tient compte. Elle le dit clairement dans Washannock, les frontières ont été imposées aux Inuits, aux Autochtones. Donc, dans leur perspective Inou, je vais tenir compte de ça pour leur donner ce qu'ils ont donné, là, le droit de poursuivre à Terre-Neuve et là-bas. Voyez-vous, c'est ça la créativité juridique que la Cour suprême vous appelle à appliquer au quotidien lorsque vous êtes saisi de litiges autochtones. Ici, on pourrait dire, est-ce que les Inuits de Uashat revendiquent ça pour la première fois là, devant vous en 2025? Alors, évidemment, je vais vous répondre non. Ils ont, dans les années 70, le gouvernement, les couronnes provinciales et fédérales avaient invité les communautés autochtones à soumettre pour analyse leurs revendications territoriales globales. Et les Inuits de Uashat l'ont fait en 79 au fédéral, ou c'est peut-être l'inverse provincial, mais en tout cas, 79 fédéral, admettons, puis 80 provinciales, et c'est accepté par les gouvernements, leurs revendications territoriales globales. Suivant ça, n'oubliez pas que dans les années 70, je vous l'ai dit tantôt, le droit autochtone existait à peine. À la preuve, moi, j'ai étudié de 86 à 89 à l'Université d'Ottawa, qui est très fort en droit autochtone maintenant. Il n'y avait même pas de cours en droit autochtone. Ça me disait, pour être honnête, là, puis je m'en excuse, mais ça ne me disait strictement rien, le droit autochtone. Je ne connaissais pas ça. J'ai commencé dans le cadre de ma pratique par un heureux hasard. Et là, j'en ai fait développer une passion, le juridique, là, le droit autochtone. Mais ce qui est important que vous reteniez, c'est que dès 2003, les Washannock ont logé une procédure qui est maintenant à Montréal, qui avait été prise à Québec, mais que le juge en chef de l'époque, le juge Roland, avait ordonné qu'on transfère ça à Montréal pour des raisons que j'ignore. Mais maintenant, c'est à Montréal. Et ça, c'est la cause de la collectivité qu'on appelle, qui est la revendication territoriale globale juridique, pour la différencier de politique de 79 et 80. Alors, partant de ça, le dossier est toujours pendant devant la Cour supérieure depuis 2003, mais ce n'est pas le record. Je pense mettre au O'Reilly un dossier des années 70 qui est toujours pendant devant les tribunaux. Alors, évidemment, ou à Québec. les juges en chef n'aiment pas
parce que ça fait gonfler leurs statistiques comme si le dossier durait. Bon, mais c'est une réalité parce que vous savez, c'est un peu un cadeau direct que la Cour suprême a donné aux Autochtones par Van Der Peet pour l'établissement du titre. Parce que c'est tellement long à démontrer, c'est tellement coûteux. Seulement prenez Chilcotin. Vous connaissez évidemment l'affaire Chilcotin. Ils ont réussi, c'est la première communauté autochtone qui est passée à travers le titre. C'est établi dans Van Der Peet devant les tribunaux, avec un dossier qui a duré des centaines et des centaines de jours d'audition, des dizaines et plus de milliers de pages de notes sthénographiques, des pièces à n'en plus finir, etc., pour arriver à un pourcentage infime de droits ancestraux sur, en fait, un pourcentage infime de leur territoire revendiqué, parce que c'était ça la cause. Alors, tout ça, pour un petit bout, là, a duré tout ça. C'est pour ça que la Cour suprême est arrivée aussi avec AIDA dans les années 2000 pour dire l'obligation pour le gouvernement de consulter les Autochtones et de les accommoder, le cas échéant. Alors, si je continue avec ce que Ouachat a fait depuis 2003, si on parle de ça, il y a eu, vous avez, bon, évidemment, l'affaire Washtenaw en 2020 de la Cour suprême, qui est à l'onglet 5. Vous avez également la décision qu'on appelle la décision Alouette, qui est en 2022, qui est à l'onglet 2 de notre cahier d'autorité, où là, on a fait établir que le Québec avait manqué à son devoir de consultation pour l'implantation de la ligne Arnaud-Alouette là, à Sept-Îles et Ouachat. Bon. Vous avez également le dossier sui generis, qu'on appelle le dossier sui generis, qui était rendu par votre collègue, le juge Davis, en janvier dernier, en janvier 2025, qui est à l'onglet 9, où là, on avait pris un recours qu'on avait qualifié nous-mêmes de recours sui generis en dommages-intérêts contre Hydro-Québec, où on plaidait la mauvaise foi institutionnelle d'Hydro-Québec, mais en matière extra-contractuelle. Vous vous souvenez, il y a l'affaire Koweït Construction, qui est la mauvaise foi institutionnelle d'Hydro-Québec en matière contractuelle. Là, on l'élargit en matière extra-contractuelle. Je ne vous le cacherai pas que la première fois qu'on s'est présenté devant le juge Davis, on a dit on a un recours sui generis, il nous a regardé assez ébahis. Mais petit à petit, c'est un dossier qui a quand même nécessité plusieurs journées d'audition. Il a finalement, il a fait preuve d'exactement des enseignements que la Cour suprême lui demande de faire. Il a fait preuve d'une créativité juridique. Et ultimement, il a condamné Hydro-Québec pour mauvaise foi institutionnelle en matière extra-contractuelle pour une somme d'à peu près 8 millions, là, en tout cas, peu importe le montant. Là. Alors, ça, c'est sans compter, monsieur le juge, que quand j'ai commencé à pratiquer en droit autochtone en 1998 pour la communauté de Ouachat, la communauté, les gens de la communauté, le chef, les conseillers, n'étaient jamais consultés par personne. On arrivait chez eux, on s'installait une minière forestière, coupe de bois, peu importe, pêche, etc. Alors, on n'en tenait pas compte et ne faisait pas partie de l'équation. Ça a changé depuis 1998, fort heureusement. Maintenant, ils font partie, c'est un sine qua non. Hein, on doit aller parler à la communauté. Toute personne qui veut aller faire des affaires dans la communauté, je dis personne morale, là, doit aller s'asseoir avec le conseil de bande en premier lieu. Alors, ne doit pas les ignorer. Alors, déjà, il y a un changement de mentalité, mais on est encore loin comme on dit en bon québécois, de la coupe aux lèvres. Hein? Alors, ça, c'est sans compter aussi, depuis ces années-là, plusieurs dizaines d'ententes qui ont été conclues, parce qu'il y a des compagnies qui ont dit, garde, plutôt que d'aller se battre devant les tribunaux, on va venir s'asseoir avec vous, puis on va vous respecter dans vos droits, puis on va vous dédommager si on vous a causé des dommages, puis pour le futur, on va vous payer des redevances, etc., etc. Mais ça, c'est si la communauté le veut, parce qu'il y a certains projets que la communauté n'acceptera jamais. J'ai représenté une communauté CRI dans un dossier, l'affaire Ressources Stratéco, qui était rendue par votre collègue, le juge Denis Jacques, et qui est monté d'ailleurs, je pense, jusqu'à la Cour suprême, ça a été rejeté. Et on s'opposait, je représentais une communauté CRI qui s'opposait à l'implantation d'une mine d'uranium dans son territoire. Alors, voyez-vous, donc, il y a des sujets sur lesquels la communauté va dire non. Et ça ne passera pas.
Il y a d'autres qui vont être prêts à aller s'asseoir avec les promoteurs et dire oui, on peut regarder ça ensemble et tout ça. Mais il faut que ça soit décidé par la communauté. Puis c'est un gouvernement en soi, ils sont autonomes, comme le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Alors, si j'en viens vraiment comme tel à la demande d'injonction qui est présentée, Maître Drolefren va évidemment vous exposer les 4 critères de l'injonction provisoire en vous parlant des faits qui militent en faveur du rejet. Mais je vais vous donner un exemple tout de suite, peut-être qu'elle m'aimera pas, j'espère que je n'entre pas trop dans son champ, mais quant à l'urgence, hein, ça fait 150 ans qu'il y a une cohabitation harmonieuse de façon générale. Il y a eu des années moins harmonieuses. Hein, depuis 98, je me souviens, il y a eu quelques années. Mais de façon générale, il y a une cohabitation harmonieuse. Alors, l'urgence, elle est où? À chaque année, c'est comme ça. Okay? L'urgence, il n'y en a pas d'urgence, M. le juge. OK? Puis, souvenez-vous, votre collègue, le juge Bisson, dans l'affaire McCrory contre Collège Jean-Eudes, on ne l'a pas cité dans nos autorités, mais vous l'avez au paragraphe 106 de notre plan, c'est la note de bas de page 8. Le juge Bisson parlait que l'urgence, c'est le 9 en 1. Il faut que ça soit en 9 en 1. Or, ici, si on ne prend que la saison actuelle, elle a commencé depuis le 1er juin, puis on va ne signifier une procédure que vendredi dernier. Donc, on est loin du concept de l'urgence défini par le juge Bisson par son expression, il faut que ça soit comme un 9 en 1. Puis on est loin de l'urgence également si vous prenez plus globalement, étant donné que ça fait 150 ans qu'il y a une cohabitation qui se fait sur la rivière Mishtashipu. Prenez aussi le critère de la balance des inconvénients et celui du préjudice irréparable. Et j'invite la Cour à se poser la question, qui va subir un préjudice irréparable? Est-ce que c'est la perte, si je prends dans leur déclaration sous serment ou demanderesse, de quelques clients, donc de quelques dollars, ou la négation des droits ancestraux d'une communauté de 5 000 membres d'une communauté? En tout respect, poser la question, c'est y répondre. Le préjudice irréparable, c'est celui qui sera causé aux Inuits d'être empêchés d'utiliser leur autoroute, d'être empêchés d'utiliser leur garde-manger partout où ils le veulent sur la rivière Mishtashipu. Et être empêchés également d'aller au-delà du Club Adams pour continuer leur périple sur la rivière. Ça devient comme un blocage. C'est comme si vous mettiez en plein milieu de l'autoroute verte rendue à Drummondville, vous mettiez un mur de ciment. Alors, vous ne pouvez plus circuler, évidemment. Alors, c'est un petit peu la même chose ici. Là. Ils vous demandent de nous empêcher d'entrer dans ce qu'ils appellent leur propriété exclusive et je vous ai démontré qu'ils n'ont pas cette propriété exclusive-là. Eux autres, ils iront s'asseoir avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui avait des obligations à la base, qu'il ne les a pas respectées. Ils iront s'asseoir avec le gouvernement, ils feront ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas à la communauté de Ouachat de subir le contre-coup de ça et d'être empêché d'utiliser sa rivière. Là, vous touchez exactement le point qui me préoccupait ce matin. Vous touchez exactement le point qui me préoccupait ce matin, où il est question d'analyse de droit. L'analyse de droit en fonction des droits ancestraux, en fonction de droits civils, et dans le contexte d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire, où vous allez avoir plaidé environ chacun 1 heure et quart, sur des questions de droit aussi importantes que ça. C'est exactement ma préoccupation que j'avais ce matin. Ouais, puis parce que vous allez le replaider, mais sûrement en termes de journée. Oui, tout à fait. Et non pas en termes d'1 heure. C'est sûr que... Parce que là, ce que vous me dites, dans le fond, M. Bertrand, vous me dites, occupez-vous pas de ce que le Code civil, le Code de procédure civile dit sur l'injonction interlocutoire provisoire, l'article 511, mais occupez-vous de toute la notion de droits ancestraux
que la Cour suprême reconnaît et que l'on doit considérer dans l'appréciation des droits revendiqués de part et d'autre, dans le cadre d'une injonction interlocutoire provisoire. C'était ma préoccupation de ce matin. Ouais. Vous mettez le doigt dessus. Et d'ailleurs, c'était dans mes réflexions de la fin de semaine également. Je me disais... c'est pas des choses qui se règlent en 10 minutes. Non, c'est sûr que c'est complexe, mais on ne doit pas en être pénalisé, M. le juge, de notre côté. Ça. Parce que le préjudice irréparable, c'est nous qui allons le subir. Et eux autres pour 10 jours. Puis, il y en a une... Je vais vous dire ce qui se passe, mais Drolette vous en parlera. C'est la provocation des agents de Garda aux pêcheurs qui font ça depuis des années, d'aller là. Quand il y a une fosse qui est inoccupée, ils vont pêcher. Si des pêcheurs américains ou autres, de touristes viennent, ils se tassent, puis ils laissent. Bon. Cette année, vous allez voir dans les affidavits, mais Drolet va vous en parler, c'est les agents de Garda qui sont allés les provoquer. Ils ont appelé par certains surnoms que je ne répéterai pas devant le tribunal, mais que vous êtes capable d'imaginer. Alors, c'est ça qui a entraîné une hausse de la frustration du côté des Inuits de Ouachat, de dire on est chez nous, okay, parce qu'ils le prétendent, puis ils le croient, puis la jurisprudence leur donne des droits, et on se fait harceler par des agents de Garda, des agents de sécurité qui nous traitent de tous les noms possibles, etc. C'est ça, c'était cette année. Parce qu'il n'y en a pas eu l'année passée, puis il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y avait une cohabitation harmonieuse, comme d'ailleurs le chef invite à la cohabitation harmonieuse. On a essayé tantôt en se parlant. Bon, malheureusement, comme je vous le disais, texto tout tango, là. Mais. Parce que c'est clair que la cohabitation harmonieuse, c'est quelque chose qui dépend de la volonté de chacun à ce moment-ci. Exact. La question de la détermination des droits futurs, ça dépend du passé et ça dépend des règles maintenant établies par la Cour suprême et ça demande une réflexion de part et d'autre, une réflexion sérieuse pour en arriver à quelque chose d'intelligent pour tout le monde. Et c'est... Parce que je suis sûr que tout ça, dans le cadre d'une injonction, injonction interlocutoire provisoire. Okay. Ma collègue, là... Oui, je la sens... Elle est prête. Mais... Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Hein, vous comprenez? Quand je dis vous comprenez la préoccupation que j'exprimais ce matin. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, puis ça faisait partie, comme je vous disais, de mes réflexions en fin de semaine. Je me disais, évidemment, le pauvre juge qui va être là lundi matin. Non, pas le pauvre juge, c'est très intéressant. Il va avoir du stock sous les mains. Mais ce que j'allais ajouter aussi, c'est une forme de provocation juridique, de recevoir une injonction. OK? Puis la Cour suprême l'a dit d'ailleurs dans AIDA. Elle dit on n'est pas pour marcher à coups d'injonction, on n'en finira plus, les tribunaux sont engorgés, puis etc. D'où la raison pour laquelle ils ont créé AIDA. Bon. Mais c'est une forme de provocation juridique. Puis, il y en a eu des provocations juridiques qui ont entraîné des désastres. Pensons à la crise d'Oka. La crise d'Oka, c'était ça. C'était la ville d'Oka qui voulait expansionner son terrain de golf sur les terres ancestrales, puis sans tenir compte de la position des Autochtones à l'époque, avait saisi les tribunaux, puis il y avait une ordonnance d'injonction provisoire émise, et là, la crise qu'on a appelée la crise d'Oka a parti. Alors, donc, si Ouais. Il y a un autre élément que je veux quand même attirer votre attention, c'est que toute la nation Innu, vous avez vu, on a une des pièces qui est déposée, qui est une lettre de tous les chefs de la grande nation Innu, qui appuient la démarche des Inuits de Ouachat et qui sont contre le fait qu'on puisse être empêché, parce que ça les concerne aussi, là. Il y en a d'autres nations qui utilisent la Mishtashipu. Donc, alors, vous voyez, c'est pas juste un petit dossier du lundi matin, je sais que vous ne pensez pas ça, là, mais c'est pas juste un petit dossier du lundi matin entre 2 compagnies privées. Donc, c'est quelque chose avec une ampleur considérable et un impact considérable. Alors, je vous le répète, au niveau des critères, si je ne m'en tenais qu'au droit civil, ce que je ne fais pas évidemment, mais au niveau des critères,
il n'y a aucun des critères qui sont remplis, OK, pour donner droit à l'injonction provisoire. Provisoire. Alors, je vais céder la parole à Maître Drolet, mais après la pause du dîner, si cela vous convient. Vous préférez, M. le juge, parce qu'on avait quand même imprimé nos autorités, nos pièces, et ainsi que fait une clé USB. Est-ce que vous préférez les avoir parce qu'on ne vous a pas commis? Donc, vous avez notre plan d'argumentation, les autorités et pièces. Les déclarations, clairement, c'est imprimé de manière indépendante. Puis également, au niveau électronique, j'ai tout mis sur une clé USB pour être sûr de rien manquer. Il y a peut-être un point avant que vous vous retiriez. C'est bon, les papiers. Et en plus, j'étais très conservatrice là, pour ce type de dossier-là. Puis, il y a peut-être un petit point là, avant que vous vous retiriez pour le dîner, c'est que ma collègue Maître Lepage vous a cité certaines autorités, dont l'affaire association de camp de pêche. Là. Mais il y a une grosse différence. Si c'était des barrages, on empêchait carrément l'accès. Ici, on ne parle pas de ça. C'est l'inverse. C'est eux autres qui veulent nous mettre un barrage ou nous empêcher l'accès. Nous, on n'empêche pas l'accès à la rivière, Mistachipo, mais alors c'est pour ça que ces autorités doivent être distinguées de façon importante à cause de ça en partant. Là. Donc, je vous remercie, M. le juge. Bon dîner. Merci, merci. Bonne gestion. Merci. On va reprendre, alors on va reprendre à 2 heures. 2 heures, ça C'est va. bon? C'est bon. Ça, je vais laisser ça ici. C'est bon. Merci. À 2 heures. Bon appétit. Merci à vous. Merci, à vous également. Merci. Bonne journée, madame.